J'ai vu que sa langue avait été retirée et pendait au bas de son menton. J'ai vu que cet œil était sorti de son orbite et s'était allongé au milieu de la joue. J'ai regardé cet œil, il n'y était plus. J'ai observé le haut de son nez et c'était comme si quelqu'un l'avait tranché plusieurs fois avec un hachoir. Le 28 août 1955, un adolescent noir âgé de 14 ans, Emmett Till, s'est fait enlever, torturé, kidnappé, battu à mort par deux hommes blancs dans un état raciste situé dans le sud des États-Unis. Il s'agit de l'état du Mississippi. Né le 25 juillet 1941 à Chicago, dans l'état de l'Illinois, Emmett Till était le fils unique d'une femme du nom de Mamie Elizabeth Mobley et d'un certain Louis Till. Hasard de l'histoire, les parents de l'enfant divorcent un an juste après sa naissance. Son père fut incorporé dès 1943 dans l'armée américaine pour participer à la Seconde Guerre mondiale et part en Europe. Quelque temps après, son père sera accusé de viol sur des femmes italiennes. Il sera condamné et exécuté par l'armée américaine dans des conditions obscures. En août 1955, pendant les vacances scolaires, sur accord de sa mère qui l'élevait toujours seule, son grand-oncle Moïse Wright, qui vit à Monet dans le Mississippi, demande à ce qu'il vienne rester un peu pour profiter et passer du temps à côté de ses cousins, qui sont les enfants de ce dernier. Alors sa mère, connaissant le racisme anti-noir très probant qui sévissait dans le sud des États-Unis, notamment dans le Mississippi, l'état dans lequel il devrait se rendre, connaissant depuis les lois Jim Crow la discrimination autorisée des autorités, en fait des blancs vis-à-vis des noirs, toute forme de discrimination, que ce soit dans les transports publics, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les espaces publics, connaissant tout cela, et contrairement au nord qui était il y avait un peu plus de modération, au nord, notamment à Chicago, où il y avait plus de liberté pour les noirs, contrairement au sud, elle a eu donc peur pour son enfant. Elle a décidé donc de lui faire part de la situation qui sévissait dans le sud. Nous savons très bien le lien qui existe entre une mère et un enfant, surtout si c'est un enfant unique. Donc elle avait la peur au ventre pour son fils. Voilà pourquoi Mamie Elizabeth Mobley décida donc de prodiguer quelques conseils à son enfant du genre: ne lève pas les yeux devant un blanc, même si ce dernier t'insulte. Même si le blanc a tort, c'est à toi de lui demander pardon. Ne réponds jamais aux provocations. N'insulte pas et ne réponds pas. Tout ça, c'était pour lui éviter des problèmes dans un sud qui ne pardonne pas les noirs, dans un sud où régnait 100% la ségrégation. Le lynchage de noirs était fréquent. L'assassinat de noirs, les pendaisons publiques étaient très fréquentes. Raison pour laquelle sa maman a eu peur. Et surtout, le fait que cette haine anti-noire était si grandissante, c'était le fait que la Cour suprême des États-Unis avait décidé dès 1954 donc de supprimer toute forme de discrimination dans les écoles publiques. Donc, ça a accentué les tensions raciales au sud des États-Unis, au sud qui était en général des villes où il y a plus de suprémacistes blancs que de populations noires qui étaient généralement les principales victimes. Alors le matin du 21 août 1955, Emmett Till prend le train tout seul. Il se fait accompagner jusqu'à la gare par sa mère qui était en larmes de voir son fils partir. Emmett Till va effectuer seul le voyage jusqu'à chez son oncle. 3 jours après son arrivée dans le Mississippi chez son oncle Don, il accompagne d'autres enfants de métayers pour aller procéder à des récoltes de coton. Les métayers, c'est quoi? C'est comme des personnes, en fait, des enfants de métayers. En fait, les métayers, il y en avait beaucoup de gens qui effectuaient ces genres d'activités dans le sud à la récolte du coton. Donc, c'est comme pour aller, en fait, travailler pour quelqu'un, un propriétaire de champ, c'est-à-dire quelqu'un qui est un agriculteur, un cultivateur. Vous travaillez pour lui toute la journée et il donne une partie de sa récolte. Il vous donne une partie de sa récolte en guise de salaire. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent en espèces
ou bien l'argent liquide que la personne vous donne, mais la personne prend une partie de sa récolte pour vous donner en guise de salaire. Et c'est ce que bon nombre d'enfants faisaient dans le sud à l'époque, dans les plantations des blancs, des fermiers blancs et des agriculteurs blancs. Et donc ce qui faisait que les enfants de son oncle lui-même étant au chômage, son oncle lui-même n'ayant pas assez de situation, faisait ces genres d'activités-là. Ses enfants partaient souvent dans ces champs-là pour essayer de gagner un peu de quoi survivre et ramener à la maison. Alors, vers la fin de la matinée, comme il faisait une chaleur torride, Emmett décide, en compagnie de ses cousins, d'aller chercher quelques boissons pour se rafraîchir dans l'une des épiceries les plus proches. Sauf que cette épicerie était gérée par un couple de blancs. C'était une entreprise familiale qui était non loin de leur lieu de travail. Un magasin familial donc géré tranquillement par un couple, une famille, la famille Bryant. Il s'agissait de Roy et son épouse Caroline. Hasard de l'histoire, Caroline était seule dans le magasin ce jour-là, car son mari était en voyage d'affaires. D'après les explications fournies par le cousin d'Emmett Till, Simon Wright, avec qui il se rendit dans le magasin, Emmett Till aurait sifflé Caroline Bryant au moment de sortir du magasin, car venant du nord des États-Unis, il pensait qu'on pouvait se le permettre dans le sud aussi, que tout était autorisé dans le sud. Simon Wright avait très peur, car c'était pas habituel pour un noir dans le sud de se comporter ainsi, de siffler une femme blanche. Pris par la peur et la panique, Simon Wright dit à Emmett Till qu'il fallait automatiquement quitter les lieux, il fallait fuir, il fallait prendre la fuite, car au même moment, Caroline Bryant était partie prendre un pistolet pour venir les abattre. Donc les gamins n'ont pas perdu le temps, ils se sont automatiquement barrés. Saisissant de cette opportunité, car très en colère pour Caroline Bryant, c'était pas possible qu'un enfant noir puisse se comporter ainsi devant elle. Elle changea donc la version des événements. Elle changea la version des faits. Elle affirma que le jeune homme l'aurait non seulement sifflé, mais l'aurait insulté en lui faisant des attouchements, jusqu'à lui donner rendez-vous pour une rencontre intime. Les jours qui ont suivi cet incident, les rumeurs firent le tour de la ville. Certains, pour aggraver la situation, avancèrent même l'idée selon laquelle Emmett Till, le jeune garçon, entretenait une liaison cachée avec Caroline Bryant. Le mari de Caroline, Roy Bryant, âgé de 29 ans, rentre de voyage quelques jours après. Les rumeurs selon lesquelles sa femme, Caroline, entretenait une liaison secrète avec un jeune adolescent noir qui faisait le tour de la ville lui tombèrent en pleine figure, chose qui était inacceptable. Furieux et très en colère, Roy décide de retrouver le garçon, coûte que coûte, pour lui régler les comptes. Et pour cela, il fait appel à son frère, son demi-frère, John Mallam, alors âgé de 40 ans, pour l'aider à retrouver le garçon, quel que soit le prix à payer. La traque ne dura pas longtemps. Le 28 août, aux alentours de 2 h du matin, Roy Bryant et son demi-frère John Mallam enlevèrent Emmett Till, alors qu'il dormait avec ses cousins chez son oncle. Ils l'enverront ensuite durant cette nuit dans un hangar de plantation situé à quelques kilomètres dans le comté voisin, où il sera déshabillé, battu, torturé par les 2 hommes, ses dents arrachées, ses yeux également arrachés, ses oreilles aussi coupées. Son crâne sera percé par une balle de revolver qui l'achèvera. Son corps jeté dans la rivière Tallahatchie, dans une autre petite ville située à Glendora. Un ventilateur de machine à trier le coton lui est attaché autour de son cou avec des fils barbelés. Suite aux événements relatifs au kidnapping du jeune garçon, le shérif du comté émet un mandat d'arrêt contre Roy Bryant et son frère John Mallam. Après audition, les 2 suspects prétendent qu'il l'avait relâché après l'avoir interrogé juste pour savoir si c'était lui, et apparemment c'était pas lui qui avait sifflé sur Caroline Bryant. Donc les 2 suspects prétendent qu'ils l'ont relâché et qu'ils lui ont rien fait de mal. Ayant été informé depuis l'enlèvement de son fils, Mamie Mobley tapa sur toutes les portes
pour obtenir gain de cause, pour savoir où est son enfant, qui a pu enlever son enfant, qui a pu kidnapper donc son enfant. Et pour cela, elle se fait aider par le NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Autrement dit, c'est une organisation américaine de défense des droits civiques, notamment la communauté afro. Elle se rendit donc dans le Mississippi pour ramener le corps de son fils à Chicago, après qu'un conseiller mortuaire eut travaillé toute la nuit pour préparer le corps au mieux, car complètement détérioré par les tortures qui lui ont été infligées et les jours passés dans l'eau. Le corps putréfié, gonflé. Les représentants des pompes funèbres affirment avoir signé un accord avec Mamie pour que le cercueil soit cloué et fermé définitivement pour ne pas que le public puisse voir ce qu'ils lui ont fait. La mère du jeune garçon refusa et demanda que le cercueil reste ouvert lors des funérailles afin que le monde entier puisse voir ce qu'ils ont fait à son fils. Et pour cela, elle prit un marteau, enleva par elle-même les clous et exposa le corps de son fils. Les photographies prises du cercueil choquèrent tous les abolitionnistes de la ségrégation raciale aux États-Unis, car plus de 50 000 personnes ont défilé en larmes devant le cercueil. Les leaders noirs combattant pour les droits civiques, notamment le NAACP, s'impliquèrent dans la lutte pour que justice lui soit rendue. Le 23 septembre, presque un mois après son enlèvement et son assassinat sauvage, le procès des deux accusés eut lieu. Le jury, composé de 12 hommes blancs, déclare en seulement 67 minutes Roy et John Milam non coupables et les disculpe de toutes les charges qui pèsent contre eux. En 1956, après avoir perçu une somme d'environ 4 000 $ de la part de ceux qui les soutiennent, ils viendront eux-mêmes témoigner dans Look Magazine avoir assassiné le jeune garçon, étant certain que selon le Double Jeopardy Clause, nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit, en ajoutant qu'ils ne voulaient pas le tuer, mais l'impressionner, et quand ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas pu l'impressionner, ils ont redoublé les coups jusqu'à sa mort. Enterré le 6 septembre 1955, le corps du jeune Emmett Till repose dans le cimetière de Barnard, à Chicago, dans l'Illinois. L'un des cerveaux de son assassinat, John Milam, meurt d'un cancer en 1980. Quant à Roy Bryant, il meurt en 1990. Mamie Till Mobley, après des années de souffrance suite à cette histoire tragique qui a bouleversé sa vie, meurt le 6 janvier 2003 à l'âge de 81 ans. Le 10 mai 2004, le ministère de la Justice américaine procède à la réouverture d'une nouvelle enquête pour savoir s'il y a d'autres personnes encore en vie qui seraient impliquées dans ce drame. Et sachant surtout qu'aucune autopsie n'ayant été faite lors de son assassinat en 1955, puisque l'enquête a été bâclée, les restes de son corps seront exhumés le 31 mai 2005, bien que les familles des suspects refusent d'admettre que le corps retrouvé dans la rivière fut bel et bien celui d'Emmett Till. Les tests ADN confirment bien son identité le 26 août 2005. En 2017, dans son livre intitulé The Blood of Emmett Till, l'écrivain Timothy Tyson rapporte de nouvelles informations selon lesquelles Carolyn Bryant avait menti. Elle lui confie qu'il n'y a jamais eu d'attouchement, aucun geste déplacé, aucun sifflement. Elle ajoute que rien de ce qu'a fait ce garçon ne justifie ce qui lui est arrivé. Un film sur la vie d'Emmett Till, réalisé par l'américano-nigériane Chinonye Chukwu, et dont le rôle d'Emmett Till est interprété par le jeune Jalen Hall, ainsi que sa mère Mamie Mobley interprétée par Danielle Deadwyler, est un film passionnant, très émouvant que je vous conseille d'aller regarder si ce n'est pas encore fait. C'est un film très émouvant, plein de suspense, plein de rebondissements. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour de nouveaux sujets.
Et j'ai regardé ses dents. Des dents que j'avais la fierté de dire qu'elles étaient belles. Les plus belles dents que j'avais vues dans ma vie. Et je n'en voyais pas plus que 2. Mais où étaient les autres? Elles étaient tombées suite au coup. Et je regardais ses oreilles. Ses oreilles ressemblaient aux miennes. Elles n'étaient pas attachées. Elles étaient décollées. Et comme les miennes, je ne voyais pas les oreilles. Où sont les oreilles? Et c'est là que j'ai découvert un trou partant d'ici. Et je voyais la lumière du jour de l'autre côté. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire de lui tirer dessus. Si c'est bien un trou fait par balle, était-il nécessaire? Et j'ai ensuite découvert qu'ils avaient pris un axe pour trancher carrément d'ici sur sa tête. Et le visage et l'arrière de la tête étaient séparés.